je suis, comme vous l'avez dit, j'ai à Angon. Je suis ingénieur des mines. Je suis agent au ministère des Mines au Gabon. Voilà, je suis venu en effet pour contribuer, apporter ma modeste contribution à ce colloque. Merci de rappeler à nos internautes l'intitulé de votre présentation qui semble très proche du thème général du colloque. Mon thème portait sur l'Afrique en devenir, mais pour quelle destination? C'est exactement ça le titre. Et là, j'abordais trois pans. D'abord l'éducation, ensuite je parlais du développement, avec la réappropriation, la reconceptualisation de la notion de développement par les Africains. Et enfin, je parlais de l'intelligence économique, donc la mise en place des outils de l'intelligence économique par les Africains. Pourquoi, à votre avis, il est urgent pour l'Afrique de repenser son développement? Parce que simplement, comme le dit un économiste français, je suis obligé de le citer parce qu'il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit que l'Afrique a été victime d'une vision bureaucratique et technologique du développement. Et ce dont elle a d'abord besoin, c'est d'un changement de vision. Et je reste convaincu que ce changement de vision ne peut venir que de l'Afrique. C'est pourquoi je pense qu'il y a intérêt à réfléchir dessus. Vous avez fait un diagnostic de nos systèmes académiques africains qui laisse très peu d'optimisme si le statu quo est maintenu et que les réformes qui s'imposent ne sont pas faites. Alors, pouvez-vous rappeler quelques points de ce diagnostic? En fait, ce que j'ai constaté depuis le début du colloque, c'est qu'il y a un consensus en fait général qui se dégage. Les Africains sont conscients que le système académique aujourd'hui est un peu en otage. Et donc, il est essentiel, sinon, je veux dire, incontournable de revoir, de repenser justement les curricula pour avoir un nouveau modèle africain. Sinon, on continuera d'être en captivité intellectuelle, simplement. Ce que vous avez également regretté, c'est le fait d'enseigner aux enfants d'Afrique des choses qui sont très loin de leur réalité, alors même qu'ils ignorent leur propre réalité africaine. Alors, cette critique, elle est fréquente, mais pourquoi on ne passe pas à l'action pour faire des changements qui s'imposent dans nos programmes d'enseignement? Alors, plusieurs paramètres. Je pense qu'il y a un paramètre probablement économique, parce que malheureusement, il y a certains pays qui bénéficient donc des investissements, sinon du financement, j'allais dire comme ça, d'organismes internationaux qui encadrent l'éducation. Et donc, lorsque vous financez quelque chose, vous ne pouvez pas laisser la main libre à ceux qui reçoivent ce financement. Et donc, vous les orientez, mais cette orientation, malheureusement, c'est elle qui est le problème, parce que on ne peut vous orienter que dans le sens de celui qui finance. C'est pourquoi il y a intérêt aujourd'hui peut-être pour l'Afrique de repenser ce mécanisme de financement pour créer d'autres mécanismes qui vont rendre l'Afrique beaucoup plus indépendante et donc de décider de son destin académique. Pour vous, l'Afrique néglige-t-elle l'intelligence économique contrairement aux autres régions du monde? Mais il faut comprendre, et c'est là le problème de l'Afrique, c'est que l'Afrique se laisse imposer et guider par, je veux dire, les décisions économiques, industrielles, je veux dire même numériques de ceux qui sont hors de l'Afrique. Mais pour moi, la meilleure stratégie est de définir notre modèle à nous, de voir quelles sont les urgences de nos orientations. Sur la base de ça, on saura s'il y a intérêt à basculer justement sur ce dont vous parlez, qui est l'intelligence artificielle, ou alors nous avons une priorité ailleurs, et ce sont ces priorités-là qu'il faut laisser émerger. À mon avis, c'est ça la bonne approche pour l'Afrique. Sauf qu'aujourd'hui, on se laisse malmener par ceux qui dictent les mutations industrielles. Et c'est peut-être là le décalage qu'il y a entre ce que les Africains doivent faire et ce que les Occidentaux font. Parce que si vous cherchez à rattraper quelqu'un qui a une orientation précise, il sait exactement où il va, vous êtes encore à une étape où vous n'avez même pas défini ce que vous voulez faire. Jamais vous allez le rattraper. C'est ça le problème. S'agissant toujours de l'intelligence économique, on a le sentiment que les pays d'Afrique francophone sont ceux qui tiennent la queue. Et pourquoi ce manque d'intérêt? C'est justement ça la situation. C'est qu'en Afrique, on subit l'intelligence économique. D'autres ont compris que l'information, comme je le disais dans ma communication, est un outil de production. Et comme l'information est un outil de production, ça veut dire que celui qui détient l'information a le pouvoir. Il est donc important pour les Africains d'organiser ou de mettre en place, on va dire, une structure qui va encadrer l'information.
Mais cet encadrement passe par plusieurs phases. Vous avez l'intelligence économique est divisée, je crois, en 3 parties. Vous avez, je vais me dire 4. Vous avez la phase défensive et offensive. Mais dans la phase défensive, vous avez 2 étapes. Vous avez la phase de veille et la veille, en fait, la phase de sûreté. C'est-à-dire que vous devez vous assurer que l'information que vous détenez est gardée sans qu'elle ne tombe entre les mains des personnes qui vont l'utiliser contre vous-même. Et ensuite, vous avez la protection des informations. Cette protection, c'est assurer la transmission d'informations sans qu'elle ne tombe également entre les mauvaises personnes. Voilà, c'est-à-dire que vous avez sécurisé le stockage, mais vous avez également sécurisé le canal de transmission d'informations. Et après, maintenant, la deuxième partie de l'intelligence économique, c'est la veille. En fait, la veille et l'influence. La veille, c'est simplement être attentif aux évolutions autour et voir comment on peut, à travers les informations qui sont justement disponibles, comment l'Afrique peut se positionner pour avoir une part beaucoup plus influente et avoir des parts de marché également. C'est cela l'intelligence économique. Mais en Afrique, on ne l'a pas réellement pas, on subit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous dit dans 10 ans, je prends un cas simple, dans 10 ans, pas 10 ans, on va dire dans 12 ans à peu près, l'Union européenne a décidé de ne plus produire les véhicules à essence. Donc les véhicules diesel, tous ces véhicules, il n'y aura plus chez eux. Mais l'Afrique n'a pas encore réalisé ça aujourd'hui. C'est-à-dire que dans 10 ans, on vous dit à peu près que votre carburant, bon, on n'en aura plus besoin. Les pays de l'Union européenne abandonnent le diesel pour quelle alternative? Vers les véhicules électriques. Mais ces véhicules électriques, en réalité, utilisent les minerais de l'Afrique. Minerais que la plupart des pays du continent bradent d'ailleurs en faveur de ces mêmes occidentaux. Malheureusement, c'est pour ça que je parle de l'intelligence économique. Parce qu'il faut saisir cette opportunité pour comprendre qu'il faut organiser l'Afrique pour justement permettre un partenariat qui va augmenter les parts de recettes dans cette transaction que l'Afrique fera peut-être dans l'avenir avec l'Union européenne sur les minerais critiques. On a quand même le Centre africain de veille et d'intelligence économique, CAVI, qui est basé à Yaoundé. N'est-ce pas là un espoir pour que les Africains s'éveillent à l'intelligence économique? Le problème de l'Afrique en général ne repose pas sur l'absence d'outils. Le problème de l'Afrique en général repose sur la vulgarisation. C'est-à-dire que nous pouvons avoir un outil, cet outil existe, mais il est juste comme une décoration. Parce que si on nous pose la question, est-ce que vous avez ça chez vous? Oui, ça existe. Mais est-ce que c'est pratique? Est-ce qu'on l'utilise? C'est là le problème de l'Afrique. Donc, en réalité, on devrait passer à cette étape. C'est-à-dire qu'il existe. Maintenant, il faut organiser dans les pays africains des séminaires sur l'intelligence économique, l'intérêt de mettre en place les outils d'intelligence économique. Et là, ce sera plus intéressant. Il faut dire quand même qu'il y a aussi la culture du secret en matière d'information sur le continent. Cela peut être une entrave au succès de l'intelligence économique. Qu'est-ce que vous en pensez? Absolument. Les habitudes de l'Afrique, c'est-à-dire que tout pour nous est un peu tabou. Surtout si vous n'êtes pas de la corporation, si vous demandez une information, on se dit que vous êtes espion. Donc on préfère garder l'information et on ne la partage pas. Et pourtant, l'Afrique, pas l'Afrique, certains pays sont membres de l'ITIE, qui est comme le Sénégal. Exact. Donc, normalement, ils devraient fournir ces informations parce que... Nous avons également l'absence de données numérisées qui peut poser problème pour faire de l'intelligence économique en Afrique. L'absence, je veux dire, l'absence de données physiques n'est pas forcément une entrave à l'intelligence économique parce que nous avons... Voilà, c'est vrai que c'est pas numérisé, mais l'intelligence économique, en réalité, peut permettre justement de numériser ces informations. Parce que nous aurons identifié des informations essentielles qui sont peut-être disponibles dans les bibliothèques, ce qui est possible. Et ces informations qui seront disponibles, on peut simplement les capitaliser et voir comment on peut les divulguer et les utiliser. Parce que le but de l'intelligence économique, c'est collecter l'information, mais surtout de la traiter, de la mettre à disposition du décideur. C'est ça le but de l'intelligence économique. GDH, pour finir, vous aviez qualifié dans votre présentation certains pays occidentaux de receleurs. Est-ce que vous pouvez rappeler pourquoi vous le dites? Alors, je reviens sur la notion de développement. Lorsque j'ai créé mon livre, je commence. Il n'existe pas de pays développé. Et c'est sur le regard du ciel. C'est le titre de mon ouvrage. Alors, quand je l'ai écrit, je partais du Sénégal. Je vais vraiment raconter l'expérience qui me mène à écrire cet ouvrage. J'étais là-bas au Gabon.
Donc j'arrive ici en 2005 ou 2006, je pense, après le bac. Et j'ai fait au départ la comparaison entre le peuple gabonais et le peuple africain, le peuple sénégalais, j'allais dire. Et par manque d'expérience, je préfère me dire même par manque de maturité ou de, comment dire, en ergonomie cognitive, j'étais victime d'un biais cognitif en fait. C'est-à-dire, je me disais systématiquement que les Gabonais étaient plus évolués que les Sénégalais. Ça, c'était au début. Et puis, au fur et à mesure, j'ai évolué dans ma réflexion. J'ai dit non, mais je me suis complètement trompé. Le peuple sénégalais, je pense même qu'il est meilleur parce qu'il est ancré sur sa culture et sa tradition. Nous, on est en train de nous déposséder de nos cultures. Donc, je peux pas, parce que je suis Gabonais, simplement dire qu'on est plus évolué qu'eux. Je me suis basé sur quoi? Et donc, j'ai compris qu'il y avait eu un biais dans mon analyse. Et je me suis dit, est-ce que ce biais-là n'est pas également celui dont a été victime, celui qui a créé le concept de développement? Comment il a fait pour définir le développement n'étant pas en Afrique? Il a défini une notion, on l'a exporté hors des frontières occidentales pour dire aux Africains, voici le modèle, voici ce qu'on appelle le développement. Mais non, c'est comme ça que j'ai commencé justement à me poser la question sur le développement. Et